La personne n'est plus, mais on lui fait dire des choses qu'elle n'a sûrement jamais dites. What's the first thing you say to someone that's dead? Nous sommes faits de la terre et on retourne à la terre dans les meilleures conditions. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut atteindre comme dialogue entre les morts et les vivants. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous faire une confession. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais des fois, je pense à mes propres funérailles. J'imagine les personnes qui vont venir, ce qu'elles vont dire, et surtout la musique qui passera à ce moment-là. Si vous me posez la question, ce sera Drift de Ratatat. Et on l'entendra pas plus, parce qu'on n'a pas les droits. En creusant un peu, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à penser au grand départ. C'est une très bonne question. Penser à sa mort, c'est très compliqué. Oula, non, moi j'y ai jamais pensé pour le coup. J'ai pas pensé. J'aimerais bien voir comment il va se passer. Donc c'est vrai que c'est cool d'organiser soi-même son enterrement. Elles seront à Saint-Mury-Montémont, dans une petite église avec la vue sur la chaîne de montagne Beldon, qui est magnifique. J'ai très envie que les gens pleurent énormément. J'ai pas envie que ce soit un truc festif. Pas pleurer du tout. Je veux pas que ce soit glauque. Pas joyeux non plus. Enfin, ce serait bizarre qu'ils soient contents que je sois mort. On fait la fête et tout, on met de la musique, mais il faut pleurer un peu quand même. Énormément de gens qui pleurent tous ma mort. On préfère pas y penser, mais je dirais enterrer. Ma volonté, c'est que mes cendres soient dispersées au chalet de mon enfant. Je donnerais mon corps à la science plutôt, moi. Je les imagine très colorés, parce que je pense qu'il faut plutôt célébrer le temps passé avec la personne plutôt que s'attrister sa disparition. Amen. Bienvenue dans Open Files. Dans cet épisode, on va vous montrer à quoi vont ressembler les funérailles de demain. Mais pour l'instant, comme les 650 000 personnes qui meurent chaque année en France, vous n'aurez pas 36 000 possibilités. Ce sera soit l'enterrement, soit l'incinération. Et dans les deux cas, le cercueil reste obligatoire. Bonjour, l'ambiance. Alors, ce qui est intéressant en France, c'est qu'on a une liberté dans le choix de ces funérailles. Si vos proches ne respectent pas ce choix que vous avez émis, à l'oral ou à l'écrit, vous pouvez risquer une condamnation pénale. Ça, on ne sait pas forcément. Donc, il faut respecter la volonté du défunt. Mais cette liberté, elle va s'exprimer dans des bornes extrêmement restreintes en réalité. Donc, il y a des contraintes qui sont liées à la symbolique, d'autres qui sont liées à l'hygiène, à la sécurité. Il y a d'autres enjeux concurrents. Tout ça, c'est bien beau, mais il y a un gros problème. Mourir, ça pollue. Et ouais, même ça, on n'est pas capable de le faire proprement. Une inhumation, c'est en moyenne 833 kg de CO2. Pour vous donner un comparatif, c'est à peu près l'équivalent d'un aller-retour Paris-New York. Mais si en plus, vous optez pour un caveau en granit et qu'il est importé de Chine, alors là, félicitations. Vous venez d'offrir un bonus carbone à votre dernière demeure qui peut atteindre les 1200 kg de CO2. Pour la crémation, on est à 233 kg de CO2. Un peu mieux, mais toujours pas neutre. Au Danemark, certaines villes tentent de compenser ça en utilisant la chaleur des crématoriums pour chauffer des bâtiments. Mais c'est des initiatives qui restent ultra marginales. Alors il y a une question qui se pose, est-ce qu'on peut vraiment mourir plus écolo ? Des alternatives existent, mais pour l'instant, elles restent interdites en France. Et voici notre top 3. L'aquamation. C'est comme une crémation, mais par l'eau, avec un soupçon de produits chimiques. Imaginez un gros cylindre métallique, rempli d'eau, d'hydroxyde de potassium. On fait chauffer le tout, et la chair est dissoute. Puis ce bain est traité comme n'importe quelle eau usée, sans risque pour l'environnement. Les eaux, eux, sont réduits en poudre. La méthode est radicale, mais beaucoup moins énergivore que la crémation. D'ailleurs, certaines personnalités se sont déjà laissées tenter, comme l'archevêque sud-africain et prix Nobel de la paix, Desmond Tutu. La promission. C'est comme une crémation, mais par le froid. Cette fois-ci, la dépouille est plongée dans un bain d'azote liquide à moins 200 degrés. Le corps devient alors très friable et il est réduit en poudre grâce à de simples vibrations. The remains are buried in a biodegradable casket. Within 6 to 12 months, it becomes compost and nourishes a tree or bush planted as a memorial. L'humusation. Bonjour, je me permets d'intervenir du coup, parce qu'en fait il y a 2 ans j'ai fait un reportage entier sur l'humusation. Et si mon collègue Mathieu s'intéressait un tout petit peu à mon travail, il le saurait. Bon, tant que vous êtes là, je vous laisse regarder. On appelle l'humusation le compostage d'un corps avec uniquement de la matière végétale. Nous sommes faits de la terre et on retourne à la terre dans les meilleures conditions.
toutes les chairs molles sont décomposées très rapidement. C'est la première phase qui dure plus ou moins un petit 4 mois. Après qu'on a passé les os au broyeur pour les émietter, il y a encore une phase de plus ou moins 8 mois qui va achever la décomposition. Après 12 mois, on peut dire qu'il n'y a vraiment plus de cadavres dans le placard puisque ça sera de l'humus uniquement. Les corps sont aussi de la matière organique, donc c'est cette idée-là qui est dérangeante, mais on a fait ça avec nos déchets de cuisine, avec ce qui est produit dans notre jardin, c'est composté, et bien le corps aussi peut être composté. Mais les Belges ont finalement considéré à l'issue de cette première expérimentation qu'ils n'admettraient pas l'humusation dans leurs droits. On a en France aussi une expérimentation qui est en train d'être initiée cette année en 2025 à partir de corps d'animaux. Donc là, il va y avoir un test qui va être fait pour voir les résultats qu'on obtiendrait avec l'humusation. Donc ça va être intéressant en fait de suivre ces expérimentations-là parce que en général, pour convaincre la société de l'importance et de la légitimité d'un nouveau mode d'inhumation, il faut aussi pouvoir la rassurer d'un point de vue biologique, d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue éthique. Et cette expérimentation, aujourd'hui, elle est intéressante et importante pour pouvoir envisager un nouveau mode de funérailles demain. Se débarrasser de notre corps, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos comptes TikTok, Instagram, de nos boîtes mail, de nos cagnottes Vinted? En gros, de toutes nos données qui continuent de hanter Internet. Certaines entreprises en ont fait leur spécialité et proposent de gérer ces données après notre mort. C'est ce qu'on appelle le deuil numérique. Nous, on a développé une technologie qui permet à la famille de retrouver déjà les comptes du défunt sur Internet. Grâce à son adresse email et son numéro de téléphone, on est en capacité de faire la liste de tous les comptes et après de l'accompagner. On va aussi récupérer l'argent, s'il y a de l'argent qui est perdu et resté en ligne, sur les banques en ligne du défunt, sur son compte par exemple Amazon s'il avait du solde, et puis on va même aujourd'hui jusqu'aux miles des compagnies aériennes, et même jusqu'aux crypto-monnaies, quand c'est des échangeurs centralisés, et aussi tout ce qui est photos, vidéos. Beaucoup de photos qui sont abandonnées sur les comptes cloud des défunts. Je pense à iCloud de Apple qui est le plus connu, et qu'on arrive nous à récupérer. Donc si vous venez sur notre site internet, ça sera 139 € pour la recherche et la suppression des boîtes mail et réseaux sociaux du défunt. Et pour les services en ligne en plus, la récupération des photos, des vidéos, ça sera 239 €, donc un peu plus cher. Vous devez désigner quelqu'un qui est votre tiers de confiance numérique, qui est la personne qui va être en charge de la gestion de vos données. Peut-être vous pouvez même lui donner accès à vos comptes si vous avez vraiment confiance, ou en tout cas déposer auprès d'un notaire des informations pour qu'il puisse accéder, fermer vos comptes, retrouver des photos, des contenus. C'est important d'organiser son départ quelque part, parce que dans ces situations-là, si vous n'avez rien manifesté, par défaut, les personnes vont peut-être se retrouver confrontées à des images, à des dossiers, à des éléments auxquels vous ne voudrez pas qu'ils accèdent. Donc, à vous aussi de manifester ce que vous ne souhaitez pas voir ouvert. Voilà, ça permet vraiment d'accompagner la famille de manière plus importante. Le corps OK, les données numériques, problème réglé. Mais si vous ne réussissez toujours pas à faire votre deuil et que vous ne supportez pas l'absence, la technologie a des solutions pour vous. On pouvait déjà faire revenir les artistes d'entre les morts. Mais aujourd'hui, des intelligences artificielles pourraient simuler la personnalité d'un proche décédé? Eh oui, on peut désormais communiquer avec nos morts. Alors forcément, j'ai voulu tester. J'ai commandé un deadbot pour qu'il me remplace et que mes collègues ne soient pas trop tristes après ma mort. Et vous devinerez jamais ce qu'on a reçu. Une boîte vide. On désespère pas de s'en faire envoyer une autre, mais bon, ça sent quand même la grosse arnaque. Comme souvent d'ailleurs dans ce genre d'initiative qui surfe sur la tristesse des proches. En fait, il n'y a pas besoin de commander des deadbots inexistants comme celui-là. Dans certains pays, comme les États-Unis ou la Chine, il y a déjà des agents conversationnels qui existent, sur le même principe que ChatGPT. Et vous nourrissez avec des textos, des mails, des conversations que vous avez pu avoir avec le défunt, et là c'est magique. Vous pouvez discuter avec lui à l'écrit, par téléphone et même en visio. 잘 지내지? 많이 보고 싶었어. 못 보면 어떡하나 걱정했는데 이렇게 보게 되니 다행이네.
Bon, on est d'accord, tout ça, c'est troublant. Mais ça peut aussi avoir un intérêt thérapeutique pour certaines personnes. Par exemple, en Corée du Sud, il y a une mère de famille qui a perdu sa fille de 7 ans après une maladie rare. Après quelques années de deuil, des chercheurs lui ont proposé de revoir sa fille à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. 엄마 어디 있었어? 엄마 내 생각했어? 맨날 해. 나는 엄마 많이 보고 싶었어. 엄마도 너 보고 싶었어. On n'est plus comme avec une photo ou avec une vidéo d'une personne. On est face à des paroles qui sont créées. La personne n'est plus, mais on lui fait dire des choses qu'elle n'a sûrement jamais dites. Et là, on passe dans une autre dimension. Le risque, l'étape suivante, c'est de se dire, finalement, je laisse ma personnalité, je laisse ma voix, je laisse mon image, je laisse mon corps. C'est-à-dire que je vais faire reproduire un clone de moi et quelque chose qui me ressemble physiquement et qui va rester là dans la maison et qui va incarner tout ce que j'ai pu incarner sous une forme clonée. I won't bite. Alors voilà, demain on aura le choix entre se faire numériser, composter, dissoudre, cloner ou alors réchauffer un quartier entier au Danemark. Mais au fond ça veut dire une chose, on aura enfin plus de choix. Mais la grande question, c'est comment on va réguler tout ça d'un point de vue juridique, éthique et moral. Et ça, évidemment, c'est une question sociale qui doit être soumise à un débat collectif. Dans le cadre de commissions parlementaires et aussi de réflexions avec le grand public. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut atteindre comme dialogue entre les morts et les vivants. Et moi dans tout ça, je sais toujours pas comment je veux mourir. J'espère juste qu'il y aura du monde, qu'il y aura des beaux discours célébrant la personne géniale que je suis. Et surtout, Drift de Ratatat pendant le diapo photo. Et non, on n'a toujours pas les droits. Mathieu, est-ce qu'on va